Monsieur le Président de la République, Monsieur le Chancelier, Madame la Présidente du Bundestag, Monsieur le Président du Bundesrat, Monsieur le Vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés des deux rives du Rhin, chers collègues, Mesdames et Messieurs, il me revient l'honneur d'ouvrir cette journée franco-allemande, durant laquelle nous commémorons ensemble le 60e anniversaire du traité de l'Élysée du 22 janvier 1963. Et ce n'est pas un hasard si je prends la parole ici, à la Sorbonne, là où tout a commencé. Car il y a 7 siècles de cela, dans l'enceinte estudiantine créée par Robert de Sorbonne, on trouvait une nation française et une nation allemande, étroitement liées déjà dans le travail, l'étude et la recherche. À l'époque, en effet, à la Sorbonne, ce terme de nation recouvrait tous les étudiants natifs d'une même partie du monde. En cette université vouée à la découverte des humanités classiques, la nation française englobait les élèves originaires des pays latins, la France, l'Espagne, le Portugal, les États italiens, et la nation allemande, tous ces jeunes de l'Europe rhénane et nordique, vos prédécesseurs, chers Européens, venus si nombreux à Paris qu'il fallut bientôt distinguer nation de la Haute-Allemagne et nation de Basse-Allemagne. Ainsi, les nations, au sens de la Sorbonne, n'étaient-elles pas des groupes hostiles et chauvins, simplement des collectivités humaines. Chacune avait sa langue, sa culture, ses us et coutumes, auxquels il n'était pas question de renoncer. Mais chacune voulait aussi connaître les coutumes, cultures et langues des autres nations, pour bâtir quelque chose de plus grand avec elles. Et en 7 siècles, malgré les guerres et les drames, malgré le sang versé sur tous les champs de bataille du monde, les esprits éclairés n'ont rien voulu d'autre que d'étendre au continent le miracle de la Sorbonne, pour que les nations deviennent des familles au sein d'un vaste ensemble européen. C'est ainsi que l'histoire de France, l'histoire d'Allemagne n'ont en fait cessé de se mêler, de se mélanger, pour former une seule et même histoire franco-allemande, dont toutes et tous ici sommes en définitive les héritiers. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une réalité qu'il est facile de constater. L'un des plus charmants monuments de l'agglomération berlinoise porte un nom français, sans souci, où Frédéric II recevait Voltaire. Et le plus célèbre des monuments français porte un nom allemand, Eiffel, région rhénane dont était issue la famille de Gustave Eiffel, né Bonnickhausen. Le Rhin, on le voit, n'est pas un fossé entre nos deux peuples. Hegel avait ainsi raison de dire qu'un fleuve n'est pas ce qui sépare, mais ce qui rassemble. Et tout notre art politique consiste sans doute à bâtir des ponts. Après Hegel, c'est Hugo qui écrivait dès 1842 « Il faut, pour que l'univers soit en équilibre, qu'il y ait en Europe, comme la double clé de voûte du continent, 2 grands États du Rhin, tous deux fécondés et étroitement unis par ce fleuve régénérateur. » Le grand écrivain venait de voyager à travers la vallée du Rhin. Il en tirait un splendide récit, conclut ainsi « La France et l'Allemagne sont essentiellement l'Europe. » Combien de huguenots français ont franchi le Rhin pour trouver asile en terre allemande et y faire souche? Combien de citoyens allemands, plus tard, fuyant le nazisme, ont recherché en France un havre de liberté? J'en parle en connaissance de cause, moi, petite fille d'une citoyenne de Munich, réfugiée en Lorraine. Et si j'évoque ici le souvenir de Rosa,
ma grand-mère, née allemande, épouse d'un réfugié polonais, tous deux naturalisés français, c'est pour vous dire simplement que du plus lointain de mon enfance, la présidente de l'Assemblée nationale que je suis devenue a entendu des mots allemands pour exprimer l'amour d'une vieille dame à sa petite fille et l'espoir d'une vie heureuse en Europe. Qu'elle serait fière et émue de nous voir aujourd'hui, tenant cette promesse devenue réalité tangible. Cela grâce à l'esprit de responsabilité qui a su prévaloir des deux côtés du Rhin. Je suis sûre qu'elle vous a entendu. Le mois dernier, à l'Assemblée nationale, j'ai fait apposer une plaque en l'honneur d'un grand orateur parlementaire d'autrefois, Aristide Briand. Il fut député, ministre, chef du gouvernement pendant la bataille de Verdun. La paix revenue, effaré par les massacres et les destructions d'une guerre mondiale, il œuvra de toutes ses forces pour la paix, le rapprochement franco-allemand et les États-Unis d'Europe. En 1926, il reçut le prix Nobel de la paix, conjointement avec son homologue allemand, Stresemann. Et quand, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, les députés français lui demandèrent de rendre compte de ses échanges avec le gouvernement de la République de Weimar, voilà la réponse qu'il lança et que je vous invite à méditer. Nous avons parlé l'européen. C'est une langue nouvelle qu'il faudra bien que l'on apprenne. La grande crise de 1929, la montée des nationalismes ont empêché cette vision de se réaliser tout de suite. Mais une deuxième guerre mondiale plus tard, nous savons, nous, démocrates, nous, humanistes, des deux rives du Rhin, que c'est Aristide Briand qui avait raison. C'est pourquoi, il y a 60 ans, le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient cet extraordinaire traité de l'Élysée qui redonnait des bases solides, concrètes et rénovées à l'amitié franco-allemande. Les nations, au sens de la Sorbonne, l'emportaient sur le nationalisme, l'ouverture sur la fermeture, l'échange fructueux sur le repli frileux. Et c'est ainsi que nous avons connu, fait unique dans l'histoire, 6 décennies de concorde et de paix. Dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, je veux le dire avec force, l'amitié franco-allemande est un bien précieux. Partout, nous entendons l'écho des vieux discours populistes et xénophobes qui nous ont fait tant de mal. Et sur notre flanc oriental, nous avons vu ressurgir leurs conséquences fatales, la guerre. Notre responsabilité est d'éloigner ces spectres, ces forces de destruction et de désolation que nous récusons ensemble. L'amitié franco-allemande, c'est l'antidote au poison qui par 2 fois ont failli emporter l'Europe, le nationalisme et l'expansionnisme. C'est un gage tout à la fois de démocratie et de prospérité, pour le présent bien sûr, et plus encore pour l'avenir. Jeunes Allemands, jeunes Français, jeunes Européens qui êtes ici présents, c'est votre génération qui doit s'emparer de cet héritage et le faire fructifier. C'est votre génération qui va construire l'avenir. Et notre premier investissement, c'est vous, c'est la jeunesse franco-allemande qui va transformer le monde. Car nous le voyons bien, les grands chantiers du futur sont d'abord franco-allemands. Réindustrialisation, transition énergétique, coopération scientifique et culturelle, promotion des valeurs démocratiques européennes, tels sont les grands enjeux qui constituent, pour nos 2 pays, pour leur jeunesse, autant de formidables opportunités de renouveau et de progrès.
Vous le voyez, l'esprit qui anime notre partenariat franco-allemand ignore le pessimisme et la morosité. Quand d'autres se réfugient dans le protectionnisme, nous disons concertation, confiance et initiative commune. 60 ans après le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, Monsieur le Président de la République, Monsieur le chancelier, vous vous apprêtez à nouer un nouveau partenariat franco-allemand. C'est le sens de l'histoire et nous pouvons tous nous en réjouir. Juste avant de prendre la parole ici devant vous, j'étais au Panthéon avec mon homologue Bärbel Bass. Symboliquement, nous avons voulu rendre hommage à Simone Veil, ancienne déportée, première présidente du Parlement européen. Dans ce temple des grands hommes, nous avons salué la mémoire d'une grande dame qui disait fort justement, avec cette lucidité qui était sa signature politique, « L'Europe, c'est avant tout la fin des conflits entre la France et l'Allemagne. C'est déjà acquis depuis maintenant un peu plus de 20 ans, mais il faut poursuivre dans cette voie et dans une perspective de confiance et de construction, ensemble. » Comme elle avait raison. Le nouveau partenariat franco-allemand va également être relancé grâce à notre déclaration commune, chère Bärbel, déclaration qui n'omet aucun champ d'intervention. Car nos assemblées se sont jumelées. Elles s'engageront toujours plus pour le progrès, j'en suis sûre. Et le progrès, aujourd'hui, est franco-allemand. Pour promouvoir l'amitié entre nos deux pays et avec elle nos valeurs démocratiques, nos exigences écologiques, notre vigilance sur le droit des femmes, je sais pouvoir compter sur toi, chère Bärbel, et je suis heureuse de te céder la parole. Je vous remercie.